Et si je vous disais qu'il existe des endroits sur Terre où respirer revient à inhaler 200 grammes de poussière par jour? Des villes où le ciel est gris en permanence, où les rues sont couvertes d'ordures, et où la vie ressemble à un combat sans fin. Des lieux oubliés du monde, où l'eau potable n'existe pas, où l'électricité est un luxe, et où le mot avenir n'a plus de sens. Dans certaines régions, le froid descend jusqu'à -70 degrés Celsius, glaçant les os et la volonté. Ailleurs, le soleil brûle tout sur son passage, transformant l'asphalte en braise et les corps en fournaises vivantes. Aujourd'hui, vous verrez les pires endroits où vivre sur la planète, des lieux si hostiles qu'ils semblent sortis d'un cauchemar. Mais ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité de millions d'êtres humains, ici et maintenant. Alors, préparez-vous à un voyage difficile. Un voyage qui vous fera réfléchir, et peut-être même douter de ce que vous appelez vivre. Et avant de plonger ensemble dans cet enfer bien réel, aimez la vidéo et abonnez-vous. Parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, vous ne l'oublierez pas de sitôt. La Rinconada. Perchée à plus de 5100 mètres d'altitude, au cœur des Andes péruviennes, s'élève une ville où respirer fait mal, où la pauvreté est extrême, et où l'absence totale de loi a transformé la vie en un chaos permanent. Son nom, la Rinconada. La ville la plus haute du monde, est sans doute l'une des plus difficiles à habiter. Ici, l'air est rare, presque hostile. L'oxygène y est si faible que les nouveaux arrivants souffrent immédiatement de vertiges, de maux de tête, de nausées et d'un épuisement constant. Le corps lutte à chaque inspiration. Dans cette ville, courir est impensable, travailler est un combat et survivre est un exploit quotidien. Et pourtant, malgré ces conditions inhumaines, des milliers de personnes affluent ici. Pourquoi? Pour l'or. La Rinconada s'est construite sur le rêve de richesse, mais ce rêve est devenu un cauchemar doré. Sous la surface glacée de la montagne, des milliers d'hommes creusent, jour et nuit, dans des mines artisanales illégales, à la recherche d'une pépite qui changerait leur vie. Mais pour la plupart, ce n'est pas l'or qu'ils trouvent, c'est la misère. La ville n'a aucun système d'assainissement, aucune eau potable, aucune autorité réelle. L'eau que boivent les habitants provient des glaciers voisins, déjà contaminés par le mercure et les métaux lourds issus de l'extraction minière. Dans un désordre permanent, sans police, sans hôpital, sans collecte des déchets, sans contrôle sanitaire. À 5100 mètres d'altitude, il n'y a pas d'arbres, pas de verdure, pas de répit. Seulement la glace, la boue, le métal et la poussière. Lahore. Imaginez vivre dans un endroit où respirer devient un danger quotidien, où chaque bouffée d'air vous rapproche un peu plus de la maladie. Bienvenue à Lahore, au Pakistan, une cité vivante, bruyante, pleine d'histoire, mais aussi l'une des plus polluées au monde. Et ce n'est pas une figure de style, c'est un fait confirmé par les indices mondiaux de la qualité de l'air. En 2024, Lahore a tristement pris la tête du classement mondial de la pollution atmosphérique, affichant des niveaux de particules fines jusqu'à 30 fois supérieurs à la limite jugée sûre par l'Organisation mondiale de la santé. Ici, le ciel n'est jamais vraiment bleu. Une brume épaisse, toxique et grise recouvre la ville des mois durant, transformant chaque lever du soleil en un simple changement de lumière dans le brouillard. Respirer à Lahore, c'est comme fumer 3 paquets de cigarettes par jour, même si vous n'en avez jamais touché une seule. Les conséquences sont catastrophiques. Des enfants développent des toux chroniques, des adultes voient leurs poumons s'affaiblir, et les hôpitaux sont débordés de patients souffrant d'asthme, de bronchite, d'infections respiratoires et de cancer du poumon. Mais la tragédie de Lahore ne s'arrête pas à l'air. Elle se lit aussi dans ces rues saturées de déchets, dans ces canaux qui sentent la mort, dans ces égouts qui débordent et répandent un mélange pestilentiel de déjections humaines et de résidus industriels. Les quartiers pauvres sont les plus touchés, des familles vivent parmi les rats, les moustiques et les eaux stagnantes, comme si la saleté était devenue une norme. Dans ces ruelles, le goût et le danger se côtoient. Un repas savoureux peut se transformer en cauchemar en quelques heures. À Lahore, le poison est partout, dans l'air, dans l'eau, dans la nourriture, et dans le silence d'un système qui détourne les yeux. Jour après jour, la population s'étouffe lentement, prisonnière d'une ville qui se consume de l'intérieur. Dharavi. Au cœur de Mumbai, la plus grande métropole d'Inde, s'étend Dharavi, un monde à part. C'est le plus grand bidonville d'Asie, et l'un des lieux les plus densément peuplés de la planète. Sur à peine 2,1 km², vivent plus d'1 million d'êtres humains. Dans cet endroit, chaque mètre carré est un territoire disputé, chaque ruelle un fil d'équilibre entre vie et survie. Les maisons sont minuscules, empilées les unes sur les autres, souvent construites à partir de matériaux récupérés, tôle, plastique, briques, parfois même carton.
Les ruelles sont si étroites que deux personnes ne peuvent s'y croiser sans se frôler. Le jour, la chaleur devient suffocante, piégée entre les murs de tôle. La nuit, l'air reste lourd, sans circulation, transformant chaque pièce en étuve. L'eau courante, quand elle arrive, ne coule que quelques heures par jour et les égouts à ciel ouvert serpentent entre les habitations, où les enfants jouent pieds nus au milieu des déchets et des moustiques. Les ordures font partie du décor. Elles s'entassent dans les coins, sur les toits, dans les canaux, et se mêlent à la poussière et à l'humidité. L'odeur de fumée, de plastique brûlé et d'eaux usées imprègne l'air. Ici, il est impossible d'échapper à la saleté. Chaque jour, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants y travaillent sans relâche, souvent pour moins de $2 par jour. La surpopulation rend tout fragile. Le moindre virus, la moindre fièvre peut devenir une épidémie. Les maladies se propagent à la vitesse du vent. Dharavi, c'est plus qu'un bidonville, c'est le reflet brutal des inégalités modernes, un symbole vivant de la survie humaine dans sa forme la plus nue. Un lieu où l'espoir existe encore, mais enfermé derrière des murs de tôle et de pauvreté. Un monde où l'ingéniosité et la misère se côtoient, où l'effort ne garantit pas la dignité, et où le simple fait d'exister est déjà une victoire. Yakoutsk. Si vous aimez la neige, le chocolat chaud et les balades hivernales, alors Yakoutsk, en Russie, risque de briser vos illusions. Dans cet endroit, le froid n'a rien de romantique. Les températures plongent régulièrement sous les -50°C, et dans les pires jours, l'eau bouillie jetée en l'air se transforme instantanément en glace. La région détient même un record extrême, -71°C, l'une des températures les plus basses jamais enregistrées dans une zone habitée sur Terre. Mais Yakoutsk n'est pas un hameau perdu au milieu de nulle part. C'est une véritable ville de plus de 330 000 habitants, où les gens vivent, travaillent et élèvent leurs enfants dans un hiver presque éternel. L'hiver dure jusqu'à 8 mois, et pendant cette période, le soleil ne se montre que timidement. Chaque sortie à l'extérieur devient une épreuve. Les habitants s'emmitouflent sous 5 ou 6 couches de vêtements, portent des lunettes de protection, et couvrent leur visage de masque contre les engelures. Quelques minutes à l'air libre suffisent à brûler la peau. Les voitures, elles aussi, luttent pour survivre. Elles doivent rester en marche toute la journée ou être branchées à des systèmes de chauffage spéciaux pour empêcher le moteur de geler. Les bâtiments, quant à eux, reposent sur des pilotis. Le sol de Yakoutsk, appelé pergélisol, est gelé en permanence. Construire directement dessus ferait fondre la glace souterraine et engloutirait les maisons dans la boue glacée. Dans les rues, le froid fait partie du décor. Yakoutsk ont appris à apprivoiser l'impossible, à vivre là où même le temps semble figé. Gaza. Dans de nombreux endroits du monde, la pauvreté, le manque de ressources et les infrastructures défaillantes rendent déjà la vie presque impossible. Mais à Gaza, un mot résume la souffrance, la guerre. Coincée entre l'Égypte et la mer Méditerranée, cette étroite bande de terre abrite plus de 2 millions de Palestiniens, entassés dans l'un des territoires les plus densément peuplés et les plus instables de la planète. Ici, le danger ne vient pas seulement de la misère, mais de la peur constante des bombes, des drones et des tirs. Gaza est souvent décrite comme la plus grande prison à ciel ouvert du monde et pour cause. Les habitants n'ont aucune liberté de mouvement. Les frontières sont hermétiquement fermées, l'espace aérien surveillé, et chaque entrée de marchandises, nourriture, carburant, médicaments strictement contrôlée. Quand le conflit s'intensifie, les frappes pleuvent sans avertissement. Les missiles éventrent les immeubles, les écoles s'effondrent, les hôpitaux débordent de blessés. Les rues se transforment en champs de ruines. Les enfants grandissent dans le bruit des sirènes, dans la peur, et dans le souvenir de la destruction. Car à Gaza, il n'y a pas d'endroit sûr. Même les maisons peuvent s'écrouler à tout moment. L'infrastructure, elle aussi, est à bout de souffle. L'électricité ne fonctionne que 4 heures par jour, quand elle ne s'interrompt pas complètement. L'eau du robinet, quand elle coule, est impropre à la consommation, forçant les familles à dépendre de camions-citernes irréguliers. Les coupures de courant plongent des quartiers entiers dans l'obscurité, et les générateurs, faute de carburant, se taisent dans un silence inquiétant. Le chômage atteint près de 50%, et plus de 80% de la population dépend de l'aide humanitaire pour se nourrir. Mais cette aide, elle aussi, arrive au compte-gouttes, bloquée par les restrictions et les conflits. À chaque guerre, la ville se reconstruit à moitié, avant d'être détruite à nouveau. C'est un cycle sans fin, espoir, ruine, reconstruction, puis de nouveau la peur. La nuit, les sirènes hurlent. Les familles descendent dans les abris, priant pour que le prochain missile tombe ailleurs. Certains ne dorment plus depuis des années.
À Gaza, vivre, c'est attendre la fin d'un bombardement, d'un siège, d'un jour de plus. C'est vivre avec la peur de la faim, la peur de la mort, la peur de perdre ses enfants. Gaza est un lieu de douleur, mais aussi de courage et de résilience. Une terre où chaque souffle est une résistance, et où vivre encore, malgré tout, est un acte de défi envers le désespoir. Si cette vidéo vous touche, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien aide à continuer de faire ce que nous faisons. Migingo. Au milieu des eaux calmes du gigantesque lac Victoria, là où les frontières floues entre l'Ouganda et le Kenya attisent les tensions, se trouve l'un des lieux les plus invivables de la planète, l'île de Migingo. Un minuscule rocher d'à peine 2000 m², soit moins de la moitié d'un terrain de football, sur lequel plus de 500 personnes tentent de survivre. Dans ce lieu, chaque centimètre compte. Il n'existe aucun espace libre, aucune trace de verdure, aucun silence. Chaque recoin est recouvert de cabanes de fortune, construites à partir de tôles, de planches et de bouts de fer rouillés récupérés sur le continent. Les ruelles, si étroites, ne laissent passer qu'une seule personne à la fois, parfois seulement en se tournant de côté. L'air est lourd, saturé d'odeurs de poissons pourris, de fumée d'huile brûlée et d'urine. Le bruit des moteurs, des cris et du martèlement des vagues ne s'arrête jamais. La vie ici tourne autour d'un seul trésor, la perche du Nil. Un poisson prisé sur les marchés internationaux, symbole d'une richesse qui attire autant qu'elle détruit. Car Migingo, c'est une île convoitée. Le Kenya et l'Ouganda se disputent son contrôle depuis des années. Des patrouilles armées croisent chaque jour sur les eaux frontalières, et ce sont les pêcheurs eux-mêmes qui en subissent les conséquences, extorsions, arrestations arbitraires, coups, parfois même la mort. Et pendant que les deux nations s'affrontent, les habitants survivent dans des conditions que nul être humain ne devrait endurer. Sur Migingo, il n'y a ni école, ni hôpital, ni système d'égout. L'eau que l'on boit, que l'on utilise pour cuisiner ou se laver, provient directement du lac, pollué par les déjections humaines, les restes de poissons et les fuites d'huile des moteurs. L'électricité est fournie par quelques générateurs bricolés, et les repas se résument le plus souvent à du poisson frit, cuisiné sur des réchauds entourés de mouches. Les maladies se propagent vite, et aucun médecin ne vit sur l'île. Migingo n'est pas seulement exiguë, elle est claustrophobe, chaotique, insalubre. Un enfer flottant au cœur de l'Afrique, un lieu où le désespoir et la survie cohabitent chaque jour. Et pourtant, malgré tout, des centaines de personnes persistent à appeler ce caillou perdu leur foyer, parce que, pour elles, vivre ici reste toujours mieux que ne pas vivre du tout. Makoko. Vous avez peut-être déjà vu un bidonville, mais rien ne vous prépare à Makoko. Au cœur de Lagos, la plus grande ville du Nigeria, existe un endroit où la terre ferme disparaît sous les eaux polluées, et où la pauvreté ne marche pas, elle flotte. Makoko est connu comme le plus grand bidonville flottant du monde, un labyrinthe de cabanes en bois dressées sur des pilotis plantés dans le fond d'un lagon contaminé. Plus de 250 000 personnes vivent littéralement au-dessus de l'eau, entre planches vermoulues, pirogues improvisées et passerelles bancales. La plupart des habitants y sont nés et n'ont jamais connu un autre monde que celui de l'eau stagnante et du bois pourri. Il n'existe ni système d'égout, ni eau potable, ni collecte des ordures. Tous les déchets, les déjections, les restes de nourriture finissent directement dans le lagon, le même où l'on pêche, lave le linge, cuisine et se baigne. Le décor semble irréel, un océan d'abandon. Les maisons, construites avec tout ce qu'on peut trouver, planches, tôles, bâches, fer rouillé, tiennent debout par miracle. Certaines penchent dangereusement, d'autres s'effondrent au moindre orage. La chaleur est suffocante. L'air, saturé d'une odeur de poisson pourri, d'urine, d'excréments et de fumée de charbon, colle à la peau. Mais Makoko n'est pas qu'un amas de cabanes, c'est une ville entière sur l'eau. On y trouve des marchés, des églises, une école, des commerces, et même un bordel flottant. La survie y est si difficile que beaucoup de femmes n'ont d'autre choix que la prostitution pour nourrir leurs enfants ou obtenir du charbon. Le gouvernement nigérian considère souvent cette communauté comme illégale et a plusieurs fois tenté de déloger les habitants par la force, détruisant des dizaines de maisons. Mais le peuple revient, reconstruit, persiste. Même lorsque les pluies diluviennes envahissent les cabanes et emportent tout sur leur passage, la vie ne s'arrête jamais. Les pirogues deviennent des taxis, des écoles, parfois des maisons. Les enfants apprennent à pagayer avant même de marcher. Agbogloshi. Pouvez-vous imaginer vivre dans un endroit où les déchets de la planète entière viennent mourir? Un lieu où des montagnes de plastique, de métal et de circuits électroniques s'amoncellent à perte de vue? Ce cauchemar a un nom,
Agbogbloshy, situé à la périphérie d'Accra, la capitale du Ghana. C'est ici que finissent les téléphones, ordinateurs, téléviseurs, imprimantes et câbles que l'Occident ne veut plus voir. Chaque semaine, des milliers de tonnes de déchets électroniques arrivent d'Europe, des États-Unis et d'Asie, officiellement présentés comme du matériel réutilisable. En réalité, Agbogbloshy est devenue la plus grande décharge électronique du monde, un cimetière technologique à ciel ouvert. Au milieu de ce paysage apocalyptique, des milliers de personnes vivent et travaillent. Des enfants courent entre les carcasses de machines, des adolescents brûlent des fils électriques pour en extraire le cuivre, pendant que des hommes respirent la fumée noire qui s'élève jour et nuit. Les visages sont marqués, les mains brûlées, les yeux rougis. Tout cela pour quelques pièces, le prix dérisoire d'un kilo de métal revendu. Agbogbloshy compte plus de 40 000 habitants, vivant au milieu de la ferraille, de la poussière et du poison. Le sol est saturé de plomb, de mercure, de cadmium, d'arsenic et d'autres substances mortelles. L'eau est impropre à la consommation, et l'air transporte des particules si fines qu'elles pénètrent directement dans les poumons. Les habitants continuent de trier, de brûler, de fouiller, jour après jour, parce qu'ils n'ont pas le choix. Manchia Nasser. Loin des pyramides majestueuses et des cartes postales du Caire, il existe un lieu où le luxe des antiquités égyptiennes cède la place à l'odeur de la putréfaction. Son nom, Manchia Nasser, plus connu sous le nom de la ville des ordures. Ici, les déchets de la capitale deviennent des maisons, des revenus et des prisons pour des dizaines de milliers de personnes. Avec plus de 60 000 habitants, Manchia Nasser est le plus grand centre informel de tri et de recyclage du monde. Chaque jour, des tonnes de déchets venus de tout le Caire, l'une des plus grandes mégapoles d'Afrique, sont amenés ici par charrettes, camions de fortune ou motos bricolées. Et c'est dans ces montagnes de détritus que les habitants vivent, dorment, cuisinent et élèvent leurs enfants. Les rues sont recouvertes de sacs plastiques, de restes de nourriture et de meubles brisés. Les maisons, bâties avec les restes du monde extérieur, tiennent debout entre les ordures. Dans ce décor apocalyptique, les enfants jouent au milieu des sacs éventrés, sautant entre les tas d'ordures grouillant de larves. Les familles cuisinent sur des réchauds rouillés, parfois à quelques mètres seulement d'animaux morts ou de fumée toxique. Les habitants de Manchia Nasser s'appellent les Abalines, littéralement le peuple des ordures. Principalement issus de la communauté copte chrétienne, ils ont transformé ce lieu en un centre artisanal de recyclage d'une efficacité remarquable. Sans machines, sans technologie, et avec des moyens rudimentaires, ils parviennent à recycler jusqu'à 80% des déchets, un taux bien supérieur à celui de nombreuses villes modernes. Ici, les ordures sont une ressource, un mode de vie, une économie, et parfois, le seul espoir de survie. Kutupalong. Quand on pense à un camp de réfugiés, on imagine souvent des tentes temporaires, de l'aide humanitaire, et des abris provisoires dressés dans l'urgence. Mais à Kutupalong, dans le sud-est du Bangladesh, cette image s'effondre. Ce lieu, né d'une crise humanitaire, est devenu une véritable ville improvisée, chaotique, fragile et sans horizon. Avec plus de 900 000 réfugiés, majoritairement issus de l'ethnie Rohingya, Kutupalong est aujourd'hui le plus grand camp de réfugiés au monde. Ces hommes, ces femmes et ces enfants ont fui les massacres, la persécution religieuse et la terreur militaire au Myanmar, leur pays d'origine. Le camp s'étend à perte de vue, recouvrant collines et vallées d'un océan de cabanes faites de bâches, de bambous et de tôles. Il n'y a aucun système d'égout adéquat, et les maladies se propagent à la moindre goutte d'eau contaminée. La nourriture est rationnée, l'eau potable presque introuvable. Et malgré l'aide internationale, les besoins dépassent toujours les moyens. Mais le plus dur n'est pas seulement la faim ou la maladie. C'est la peur. La peur constante de la déportation, de la violence, ou d'un avenir qui n'existe pas. Beaucoup n'ont aucun document d'identité, et vivent sous le contrôle permanent des autorités. Ils ne peuvent ni sortir librement, ni travailler, ni étudier, ni reconstruire leur vie. Kutupalong, c'est le visage humain de l'exil, le cri silencieux des oubliés du monde. Un endroit où l'humanité se débat encore, entre espoir, désespoir et survie. Alors dites-moi, lequel de ces endroits vous a le plus choqué ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez cette vidéo pour ouvrir les yeux du monde.